Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Opération Expatriado en Angola, quelle est la situation des Maliens? Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur la question avec Moussa Aloukone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur, Hamidou Koïta de l'association Retour Travail Dignité ARTD, Dr Fodje Tanjigoura, enseignant-chercheur à l'université de Bamako et auteur d'un livre sur l'immigration. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous ouvrons le débat avec vous, Monsieur Koné. Que savez-vous de la situation des Maliens en Angola? Bonsoir. Oui, Monsieur Koné, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, madame. Alors, je disais, que savez-vous de la situation en Angola? Madame, je vous remercie pour ce débat que vous organisez en invitant Dr Tanjigoura et la RTD, en nous associant aussi à ce débat. On s'excuse de ne pas être sur le plateau parce qu'il y a eu une petite incompréhension. Aujourd'hui, la situation en Angola, l'opération Resgate a commencé aujourd'hui. Et tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation hier, déjà avant que l'opération ne commence, l'ambassade a accompagné, le chargé d'affaires accompagné du représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se sont rendus à la prison ou le centre de détention où nous avons nos compatriotes. Et je pense à ce niveau, nous avons 44 de nos compatriotes qui sont dans ce centre-là. Et au niveau aussi de Luanda et dans les provinces, l'ambassade, aussi bien que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, a prodigué des conseils à nos compatriotes pour qu'ils puissent vraiment diminuer leurs déplacements et aussi aujourd'hui pour qu'ils puissent fermer leurs boutiques et rester à la maison du moment où l'opération a concerné aujourd'hui principalement les contrôles de routine. Les contrôles de routine au niveau de la ville où ils ont contrôlé les pièces des uns et des autres, mais aussi les documents des moyens de transport. Donc, pour le moment, la situation elle est calme aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait dire aux auditeurs comme quoi l'opération concerne principalement les Angolais et subsidiairement les étrangers. C'est vrai que nous avons pratiquement une communauté à peu près de 30 000 personnes, de 30 000 Maliens en Angola, et dont la majorité sont en situation irrégulière. Parce que l'opération, comme je l'ai dit aujourd'hui, concerne principalement les Angolais, mais aussi nos compatriotes, parce que elle porte sur la période du 6 novembre d'aujourd'hui au 15 décembre. Donc elle est dédiée à sensibiliser les acteurs des zones commerciales, à se conformer aux règles régissant les poursuites d'activités commerciales, mais aussi à réprimer les activités ou les comportements criminels. Donc ça concerne principalement les Angolais, mais les étrangers aussi en situation irrégulière, qui peuvent être arrêtés par l'opération. Donc nous suivons cette opération Resgate avec vraiment beaucoup de détermination pour voir comment protéger nos compatriotes et les assister en cas de besoin. Alors, Monsieur Koïta, qu'avez-vous eu écho au niveau de votre siège à l'association? Bonsoir tout le monde. Vous avez Hamidou Koïta de l'association Retour Travail Dignité, une association qui a été créée en 2005 par des anciens migrants suite aux événements de Ceuta et de Melilla de 2005. Alors, par rapport à la situation en Angola, nous disons que la situation est catastrophique à l'heure où nous en sommes, puisque nous avons communiqué également avec des migrants. Alors, c'est des migrants qui disent que même ceux qui sont en situation irrégulière ont des difficultés. Comme monsieur le chef de cabinet vient de dire que des mesures ont été déjà prises par l'ambassade et puis le consul, nous disons que vraiment que la situation est quand même catastrophique, sincèrement, puisque les gens souffrent de tout. Ils ne peuvent pas sortir, même ceux qui sont dans les commerces, comme il a si bien dit, sont aujourd'hui dans les difficultés. Les boutiques sont fermées. Quand un boutiquier ferme sa boutique, ça veut dire que les revenus s'arrêtent. Et là, ce n'est pas aussi le problème. Ceux qui ont de l'argent avec eux sont aussi dans les difficultés puisqu'ils ne savent pas quoi faire avec leur argent qui sont
vraiment qui sont dans leur poche. Et ils sont aujourd'hui vraiment dans des situations où vraiment ils disent qu'ils sont laissés à eux-mêmes. D'accord. Voilà. Alors, docteur Tandjougoura, quelle analyse faites-vous de ce phénomène? Bien, je remercie Studio Tamani pour m'avoir associé à ce débat. En fait, la situation en Angola, ça traduit un peu la situation dans beaucoup de pays. Je pense qu'on a vu précédemment pour l'Algérie, on a vu pour la Libye, qui est le cas le plus avéré, pour le Maroc. Et un peu partout, je pense que c'est une situation générale. Mais dans un pays comme l'Angola, par exemple, où des Maliens sont arrivés à partir des deux Congos qui sont situés à côté, je pense que l'activité de commerce est l'activité principale, mais à côté, il y a d'autres activités. Les Maliens occupent d'autres fonctions, mais je pense que c'est la traduction de malaise général de l'économie de l'Angola en réalité, parce que ce n'est plus comme avant, n'est-ce pas? Et on a toujours pensé que les étrangers constituent la cause de beaucoup de maux dans la société d'accueil. C'est ce qu'on essaie de véhiculer. Cette opération expatriardo vise beaucoup de nationalités, certes, mais je n'ai pas connaissance que d'autres ont été l'objet de maltraitance comme les Maliens l'ont été, et que véritablement, je pense que dans l'avenir, ce qui est nécessaire, c'est de revoir les accords qui relient le Mali à beaucoup de pays, même dans les pays où il n'y a pas encore eu de problèmes. Je ne maîtrise pas la nature des accords réels qui nous lient à l'Angola, mais je pense que dorénavant, il va falloir définir ou redéfinir, remodeler des accords qui nous unissent à d'autres pays pour protéger davantage des Maliens qui sont en situation régulière. Alors, ceux qui ne sont pas en situation régulière, de faire en sorte que l'accès, n'est-ce pas, soit beaucoup plus réglementé à l'obtention des conditions légales d'entrée et de séjour. Je pense qu'il faut s'atteler à ça et l'État a tout intérêt à gagner, quoi. Alors, Monsieur Koné, selon un ressortissant malien sur place, on aurait su que même des personnes en situation régulière sont victimes de cette situation. Monsieur Koné? Oui, je vous entends, madame. Oui. Bon, vous savez, la situation, comme l'a dit M. Tandjougoura, elle peut être bien compliquée. Mais effectivement, il y a des personnes qui peuvent être en situation irrégulière. Mais aujourd'hui, quand on prend cette question en Angola, elle est beaucoup plus aussi économique. Parce que quelqu'un peut être en situation irrégulière, parce qu'il y a des Maliens qui exploitent ce qu'on appelle des fonds de commerce d'un Angolais. Il se peut qu'entre ce Malien et cet Angolais, il n'y a pas de contrat entre eux. Donc, il s'agit de cette opération pour les autorités angolaises, il s'agit de voir tous ces paramètres-là et de voir comment renflouer les caisses de l'État angolais au niveau des recettes, au niveau aussi des droits qui doivent se payer par les uns et les autres, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les autres activités qu'on peut appeler des activités licites. Donc, je pense bien l'opération, c'est vraiment aussi économique. L'opération est économique parce que on prend une personne A qui est liée par une personne B pour exploiter un commerce et dans un lieu appartenant à une personne C, et que toute cette chaîne, les droits de taxes ne sont pas payés à l'État angolais. Donc il s'agit pour eux, ce qu'ils nous disent, qu'il s'agit de revoir vraiment toutes ces chaînes-là et que les uns et les autres puissent se mettre vraiment en règle. Donc, à ce niveau, je pense que c'est une question de souveraineté, c'est un nouveau pouvoir qui est en Angola aujourd'hui, qui essaie d'assainir un peu la situation économique du pays. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la crise, elle est vraiment internationale. Mais dans ce cas, ceux qui sont en situation régulière, mais est-ce que le cas de ces derniers-là ont été pris en compte par l'État? Bon, j'ai dit, ces gens qui peuvent être en situation irrégulière, comme je viens de l'annoncer tout de suite, qui sont un peu dans le milieu économique. Donc, vraiment, moi, je pense que s'ils se mettent en règle, il n'y a pas de problème. Parce que le délai est donné, il y a tout un processus quand même de sensibilisation qui doit être fait par les autorités angolaises à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas en règle, on vous demande de vous mettre en règle, on vous donne 1 semaine, 15 jours pour vous mettre en règle. Donc ceux qui sont en situation irrégulière, mais qui sont dans des activités extractives ou qui sont dans des activités porteurs, donc on les demande de se mettre en règle.
Voilà, vis-à-vis du fisc. D'accord. Alors, Monsieur Koïta, vous êtes un ancien migrant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le calvaire que les Maliens vivent à l'extérieur? Alors, les calvaires que vivent les Maliens sont multiples et divers. Alors, pour ajouter un peu à ce que le chef de cabinet vient de dire, il dit que c'est par rapport à la situation économique de l'Angola que les migrants sont confrontés aujourd'hui à ces difficultés. Mais moi, je pense que l'État doit mettre également des stratégies en place pour protéger nos compatriotes et leurs biens. Alors, ceux qui sont aujourd'hui dans une situation régulière, il s'agit de voir aujourd'hui comment essayer de ceux qui sont partants pour revenir au bercail. Il s'agit de voir comment les aider et puis à ceux qui sortent avec le peu d'économie qu'ils ont pu faire en Angola. Et il s'agit également de voir ceux qui sont dans une situation irrégulière, comment essayer de les appuyer, de les protéger afin qu'ils puissent retourner au pays avec au moins une petite dignité. Alors, concernant maintenant ce que les Maliens vivent à l'extérieur, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, comme le professeur vient de le dire, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes confrontés à des situations de ce genre, mais très généralement, nous disons que vraiment nous sommes une communauté où nous migrons beaucoup. Mais la plupart des cas, nous disons chaque fois que nous sommes laissés à nous-mêmes. Puisque chaque fois, nous, les migrants, on ne fait que constater. Après, l'État vient en aide, mais très tard souvent. Mais là-bas, en dehors du pays, quelle expérience vous vivez là-bas? Alors, l'expérience que nous vivons, sur quel plan? Sur tous les plans. Bon, quand on prend par exemple sur la situation même des migrants en général, certains dont nous avons été en communication avec, aujourd'hui, il y a 2 jours de cela, ils partaient au boulot et ils sont arrêtés en cours de chemin et ils sont bastonnés comme ça. Et puis, on ne demande même pas des pièces. On sait seulement que c'est des migrants, on ne demande pas leur provenance, on les bastonne seulement. Et puis, on leur demande, quand ils sont arrêtés, de payer des sommes. Alors, quand ils n'arrivent pas à payer ces sommes-là, on les envoie en prison. Donc, ça, ces cas arrivent à beaucoup de nos compatriotes, que ce soit en Angola et dans beaucoup d'autres pays comme la Guinée équatoriale, même en Algérie. Alors, les Maliens subissent des situations de ce genre. C'est-à-dire, on les demande seulement, quand ils sont arrêtés, on leur demande de payer et quand ils n'ont pas d'argent avec eux, on les met en prison. Voilà, donc c'est une situation que nous vivons vraiment à l'extérieur. Alors, Monsieur Koné, aujourd'hui, y a-t-il pas une politique mise en place pour lutter contre l'immigration irrégulière? Oui, madame, merci. J'avais un problème de retour par rapport à mon téléphone. Bon, maintenant, je vous perçois très bien. Et effectivement, pour répondre, M. Koïta, c'est vrai que la situation est telle, mais je pense aussi qu'on est en train de dramatiser un peu la situation en Angola. C'est vrai qu'il y a des cas isolés, mais les informations qui nous reviennent de Luanda ne nous font pas désespérer. Et il faudra aussi comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de propagande, beaucoup d'informations erronées qui passent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait que nous restons vigilants et que nous restons concentrés sur la situation qui n'est pas du tout désespérante. Parce qu'aujourd'hui, ce que je sais, pour protéger nos compatriotes, l'ambassade à Luanda, aussi bien que les communautés de base de la CEDEAO, qui sont une communauté forte, sont vraiment à pied d'œuvre pour voir avec les autorités angolaises comment assister et protéger nos compatriotes qui sont là-bas. C'est vrai que l'opération les touche de façon subsidiaire. Bon, au-delà de tout ça, et la situation est sous contrôle, à ce que nous sachions. Mais mis à part cela, est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour lutter contre l'immigration irrégulière? Et bien sûr, il y a une politique. Le gouvernement a adopté depuis 2015. C'est depuis 2015 une politique nationale de migration. Le Mali est l'un des premiers pays en Afrique au sud du Sahara à adopter cette politique nationale, la PONAM. Donc, qui vraiment a dans l'un des axes stratégiques la lutte contre la migration irrégulière. Maintenant, la question qui se pose au niveau du ministère de 2016 à aujourd'hui,
Nous avons effectué beaucoup de missions de sensibilisation, d'information auprès de cette jeunesse-là pour qu'elle puisse faire la migration de façon régulière. Parce que pour nous, nous pensons effectivement que la migration, c'est une opportunité, c'est un défi. Et il y a beaucoup de défis là-dedans et que ça ne doit pas être une menace. Mais tout compte fait, nous sommes vraiment dans la logique de sensibiliser les uns et les autres pour qu'ils puissent emprunter la meilleure voie. C'est vrai, le professeur vient de le dire, il y a beaucoup qui ont migré vers l'Angola à partir des deux Congos. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont arrivés en Angola, qui sont maliens, mais qui sont détenteurs d'autres nationalités. Donc, qui ont d'autres papiers. Par exemple, aujourd'hui, si nous prenons officiellement les Maliens qui sont en rétention dans la prison de 30 mètres, de 30 kilomètres, disons, mais officiellement, il n'y a que 20 Maliens qui sont vraiment des Maliens. Mais tous les autres, c'est des Maliens, mais qui sont détenteurs d'autres nationalités. Et ça ne rend pas la tâche facile à notre ambassade sur place, là-bas sur place. Donc, des Maliens qui, effectivement, ont des nationalités, ont des papiers, des Mauritaniens, des Ivoiriens, des Congolais. Donc, l'ambassade est à pied d'eux pour les assister, après les identifications et les auditions nécessaires, pour les assister et les protéger. Et je pense que ce rôle, nous allons la jouer à fond à ce niveau-là, madame. D'accord. Alors, docteur Tanjougura, vous avez écrit un livre sur l'immigration. Direz-vous que, selon vous, est-ce que cette politique mise en place pour lutter contre l'immigration irrégulière, elle est limitée? Bon, la politique, M. Koné me le confirmera, elle est en phase de mise en œuvre. Elle n'est pratiquement pas exécutée. On est vraiment aux toutes premières heures de mise en œuvre, la PONAM. C'est vrai que du point de vue texte, c'est bien ficelé, je l'ai vu, je l'ai d'ailleurs. Seulement, sa mise en œuvre, je pense que ça demande un peu l'accompagnement des bailleurs. Et aujourd'hui, notre situation est telle que une politique nationale migratoire est la bienvenue. Mais au-delà de tout ça, il faut que les actions soient inscrites dans la longue durée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une campagne où de janvier à mars, on fait une campagne dans une localité pour lutter contre l'immigration. Il faut qu'il y ait des véritables actions ancrées dans la longue durée. Et il faut aller au-delà des jeunes qu'on sensibilise. Parce que l'expérience a montré que c'est l'entourage même des jeunes, l'entourage. Il faut axer aussi l'information sur l'entourage, n'est-ce pas, qui constitue toute la pression qu'on exerce sur les jeunes et qui les pousse réellement souvent à partir. Donc, quand la politique est axée sur les zones de départ, sur les jeunes, il faudra aussi l'axer sur tout le réseau parental tout autour. Ensuite, j'allais réagir en ce qui concerne les Maliens un peu partout en Angola ou ailleurs, concernant les réseaux de solidarité, parce qu'on nous a dit que ce sont d'abord les Maliens lambda, donc les communautés à la base, qui constituent le principal réseau de solidarité. Donc je comprends qu'on a des consulats, on a des ambassades, mais vraiment ceux qui sont devant, qui constituent le principal soutien en cas de problème, en cas vraiment de difficulté, ce sont les communautés à la base. Ensuite viennent ce qu'on appelle soit le conseil de la diaspora, soit le haut conseil des Maliens, et ensuite l'État. Voilà. Donc c'est pour dire que est-ce qu'on ne peut pas redéfinir de nouvelles stratégies d'intervention rapide, n'est-ce pas, pour qu'on n'attende pas qu'il soit trop tard pour intervenir. Je parle là de l'État, des actions que l'État mène, pour que ces actions-là soient beaucoup plus promptes et beaucoup plus rapides et beaucoup plus axées sur des préoccupations au quotidien, plutôt que d'attendre qu'il y ait des traites de personnes ou des maltraitances pour qu'on passe par des représentations consulaires. Donc ça prend énormément de temps, il y a beaucoup de gens qui en pâtissent. Donc il serait mieux vraiment de réadapter, ça c'est une question de souveraineté, je suis tout à fait d'accord, mais il serait mieux d'envisager des instruments beaucoup plus souples pour réagir sur des cas de violation des droits de l'homme dans tel ou tel pays où les Maliens se trouvent. Et M. Koita, qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Est-ce que vous avez eu des perspectives voulant trouver des compromis par rapport à ce genre de situation? Moi, je dirais que, comme l'a si bien dit, avec la politique nationale de la migration, sa mise en œuvre, moi, je dirais qu'on a pris beaucoup de retard. De ce fait, je dirais que nous, société civile, nous jouons un peu notre partition
cette politique nationale de la migration. Et les collectivités, l'État central, je pense que chacun a sa part dans cette politique nationale de la migration. En ce qui nous concerne, nous sommes actuellement sur un projet d'appui à la réduction de la migration irrégulière et à la réinsertion de migrants en difficulté de retour au Mali. Alors, sur ce projet, nous envisageons la mise en place d'un comité de pilotage qui est déjà fait, piloté par le ministère du Tutelle, à la personne de M. Boulaye Keita, conseiller technique chargé des questions migratoires. Il y a l'Union européenne qui finance le projet, qui est également de ce comité de pilotage. La commission CEDEAO, puisque la CEDEAO prend une part également du financement. Et ce projet-là est piloté par l'OIM. Donc, il y a l'APES aussi qui vient comme acteur pour nous appuyer dans le cadre de la réinsertion. Il y a d'autres organisations qui sont membres également de ce comité. Mais nous avons vu que vraiment, cette gestion de la migration aussi passe nécessairement par une gestion concertée. Il faut que chacun joue sa participation. Il faut que les acteurs qui interviennent essaient de voir ensemble, c'est-à-dire qui peut jouer quel rôle, et puis que chaque acteur mène, que d'autres ne s'initient pas dans ça. C'est-à-dire nous intervenons dans le domaine de la migration, principalement de la l'information, la sensibilisation et la réintégration. Alors d'autres acteurs qui s'ajoutent à nous peuvent améliorer ce que nous sommes en train de faire, ou même proposer également ce que nous sommes en train de faire, comment essayer de faire une bonne gestion concertée vraiment de cette question migratoire. Et à travers ces actions, comment se passe l'insertion socio-professionnelle des migrants retournés? Alors, l'insertion socio-économique de ces migrants c'est fait un peu c'est fait selon les moyens que nous obtenons également des partenaires. Alors, depuis que nous sommes là, il y a le ministère en tant que premier partenaire qui nous avait appuyé avec des moulins, des multiculteurs, des motopompes. Ça concernait nos membres même, les membres de l'association. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les potentiels migrants, c'est-à-dire et des migrants qui sont des retours des années de 2017 en 2018. Donc, ce projet est en cours. Nous allons voir avec l'APES au moment opportun comment essayer d'insérer au moins quelques jeunes au compte de ce projet. Je pense que le nombre varie de à peu près 30 jeunes qui vont être insérés au cours de ce projet-là aussi. Alors, Monsieur Koné, quel est l'appui de l'État concernant l'insertion socio-professionnelle des migrants retournés? Bon, comme l'a dit le professeur Tandjigora, c'est vrai que la politique nationale, elle est là. Elle doit coûter pratiquement 120 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, effectivement, les moyens ne sont pas à disposition vraiment pour la mise en œuvre globale de cette politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique nous avons déjà évalué la politique sur les 2 premières années. Il s'agit pour nous de voir comment redéfinir les choses. Donc, sinon, au niveau de la politique de la PONAM, l'axe 3 est vraiment une partie prenante, une partie importante de la réinsertion des migrants de retour qui est une enveloppe pratiquement de 53 milliards de francs CFA. Donc, effectivement, cela nous permettra de mettre en œuvre effectivement la politique. Mais pour le moment, nous sommes par rapport à la réinsertion de ceux qui rentrent, nous sommes sur 2 volets. Le premier volet, c'est par rapport au fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, qui a comme opérateur l'OIM, donc qui permettra quand même à coup sûr de mai 2017 sur 3 ans, qui permettra vraiment à partir de 2017 d'insérer le maximum de migrants de retour par rapport à des projets porteurs et socio-économiques. Nous avons aussi au ministère un budget mis à la disposition au niveau du BCI, au ministère, par exemple, pour pouvoir financer des petits projets de migrants, notamment dans des secteurs productifs. Voilà, donc à ce niveau, nous avons ces deux paramètres-là que nous essayons le plus souvent d'optimiser.
pour que nous puissions créer le maximum d'emplois. Mais au-delà, le ministère en tant que tel, son rôle, c'est vraiment d'assister et de protéger. Nous avons d'autres départements qui sont les départements sectoriels qui vraiment, en réalité, aussi sont en train de mettre en œuvre à leur niveau la politique nationale de migration, notamment si vous prenez aujourd'hui le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la construction citoyenne, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Nous avons à ce niveau un fonds qui est destiné pratiquement à créer des entreprises au niveau de ces jeunes-là, notamment un fonds de 13 milliards. Donc, je pense que c'est le rôle de ce département de vulgariser au mieux ce programme et à l'endroit de la jeunesse malienne. Nous avons aussi au niveau de d'autres secteurs d'activité comme l'agriculture, comme l'artisanat, comme d'autres secteurs où les projets, nous avons au moins aujourd'hui 9 programmes dans le cadre de la mise en œuvre du fonds fiduciaire d'urgence. D'accord. Et alors, docteur Tandjougoura, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir réellement? Les migrants de retour. En fait, pour ce qui concerne les migrants de retour, je crois qu'il faut faire un peu la part des choses parce que d'abord la France avait été pionnière dans ça avec l'aide au retour et à la réinsertion volontaire. Alors, on a remarqué que plusieurs années après, des migrants qui avaient bénéficié de l'aide au retour et de la réinsertion avaient été à nouveau des migrants qui sont retournés, des émigrés. Comment cela... Oui, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. En fait, c'est l'aspect accompagnement. Est-ce qu'il suffit de financer un projet? Techniquement, on les confie, dans l'ossature technique pour le cas français, on les confie à des organismes qui les accompagnent dans la gestion, par exemple, d'une épicerie, dans la gestion d'un projet d'aviculture. Voilà, on les accompagne par des ONG et des bureaux d'études qui les accompagnent dans leur réinsertion. Alors, mais... il y a un autre aspect qui n'est pas pris en compte dans l'accompagnement, c'est la dimension sociale, tout autour. Le projet est là, on a financé, mais et cette demande sociale tout autour du migrant qui n'est pas prise en compte. Or, le statut des migrants de retour, ce n'est pas forcément un statut valorisé. Vous êtes retourné bredouille et vous avez été accompagné. Donc, beaucoup ont laissé diluer leurs fonds dans toute cette demande sociale lorsqu'on connaît les migrants de retour qui veulent apporter la preuve de leur réussite. Donc, beaucoup de ces projets sont partis à volo et ils sont repartis encore, ils sont redevenus des migrants à nouveau. Donc, la crainte dans l'accompagnement, c'est d'accompagner les migrants avec des organismes très spécialisés dans tel ou tel domaine et de les accompagner jusqu'à ce que ces migrants puissent réellement avoir une lancée dans leur activité. Mais il n'y a aucun bilan positif jusque-là concernant les migrants accompagnés qui sont retournés et qui ont retrouvé une réelle réinsertion. Je crois que le bilan est très catastrophique pour le cas français. Et pour le moment, pour le cas du ministère, je pense que c'est peut-être expérimental. Jusque-là, on n'a pas encore de cas de maladie, à part l'OIM accompagne certains. Mais si le ministère le fait, c'est peut-être expérimental. Mais on attend pour voir un peu dans quelques années ce que ça va donner. Et puis bon, voilà, c'est une bonne chose dans la conception. Voilà. D'accord. Alors, M. Koïta, quelle est votre observation par rapport au bilan des migrants retournés? Alors, je ne partage pas un peu l'avis du professeur par rapport à ça, puisque nous sommes une association d'anciens migrants. Alors, nous, à peu près les 400, depuis la création de l'association, de 400, nous avons évolué progressivement. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 400 à 450 membres. Alors, nous avons réussi, comme je l'ai dit tantôt, un accompagnement du ministère du tutelle. Alors, certains ont réussi des multiculteurs, des motopompes. Alors, ceux qui exploitent les motopompes sont aujourd'hui à pied d'œuvre. Ils ont même renouvelé des machines parce qu'ils ont aussi travaillé avec ça. Ils gagnent un peu dans ça. Alors, ceux qui ont eu des machines à coudre, même actuellement, ils sont là. Donc, c'est des gens qui continuent à travailler. Je ne dirais pas que certains ne sont pas retournés, comme il a dit tantôt, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont dévoués à trouver leur pain quotidien ici, en les accompagnant seulement avec l'information. Et puis, en termes économiques, si on arrive à améliorer un peu leur chiffre d'affaires souvent, ça leur permettra vraiment d'employer d'autres jeunes. Tout récemment, on avait reçu un accompagnement du ministère en 2017. Nous sommes en train de faire l'embauche bovine dans le cercle de Bougouni, dont l'association, 5 membres de l'association aujourd'hui vivent
de cet appui du ministère. Donc, c'est pour vous dire que je ne dirais pas que certains ne retournent pas, même après avoir obtenu de l'appui ou d'accompagnement d'autres structures. Mais nous, à notre niveau, nous sommes en train de tout faire avant d'engager quelqu'un vraiment sur un de nos projets. On est en train de faire, on discute avec la famille, on discute avec les parents, les amis. On dit, nous, on ne peut pas quand même prendre l'argent des partenaires pour dire que nous allons réinsérer tel nombre de jeunes et après qu'on vienne nous dire que vraiment les jeunes ont pris de l'argent qui sont partis. Donc nous mettons des garde-fous avec tout ce que nous créons comme emploi et nous mettons des garde-fous et jusqu'à la date d'aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu nos financements, tous ceux qui ont obtenu nos appuis sont en train de travailler dans ce sens-là. Oui, vous voulez réagir? Je voulais juste préciser qu'il s'agit quand même des migrants qui sont retournés de France, qui ont eu l'aide au retour et on les a évalués. On s'est rendu compte que la plupart n'étaient plus au Mali. S'ils étaient retournés, ils sont devenus encore d'anciens migrants. Et ce bilan, pour le cas de la France, l'aide au retour et la réinsertion, qui avait été mise en œuvre en partenariat avec l'OFI et puis d'autres structures ici, c'est ce bilan quand même qui n'est pas très reluisant. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Koné, au cours de ces derniers mois, plusieurs Maliens ont été expulsés d'autres pays autres que l'Angola. Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, je n'ai pas compris, madame. Je disais, au cours de ces derniers mois, plusieurs Maliens ont été expulsés d'autres pays autres que l'Angola. Qu'est-ce qui explique cette problématique? Ben, madame, la problématique, elle est simple. Les pays sont souverains d'accepter qui ils veulent chez eux. Donc, voilà, et maintenant, chaque pays a ses difficultés. Hein, et vous n'êtes pas sans savoir quand même que la situation, elle est réelle. Maintenant, pour nous, il s'agit que l'État joue toute sa partition quand même en protégeant ces Maliens qui sont dans des situations de détresse dans tous les pays du monde. Si nous prenons aujourd'hui, de janvier à aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000 Maliens qui sont rentrés de l'extérieur, qui ont été rapatriés. Voilà, par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations et ceux qui ont été rapatriés sur le filet social du gouvernement de la République du Mali. Donc, à ce niveau, nous nous efforçons vraiment à conscientiser cette jeunesse-là pour que elle fasse de la migration quand même légale la priorité au lieu d'aller par vraiment des voies beaucoup plus détournées ou de se faire exploiter par des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Donc, par rapport à la RTD, c'est le lieu pour moi vraiment de les remercier par rapport à ce partenariat que nous avons avec eux. Nous les associons beaucoup à nos activités ici, notamment même au niveau de la Journée internationale des migrants, mais aussi aux projets dont ils sont porteurs aujourd'hui. Donc, par rapport toujours à cette réinsertion, je pense le professeur Tandjigora, quand il nous dit que c'est expérimental, je dis que c'est pas expérimental parce qu'aujourd'hui, si nous prenons je suis convaincu quand même, de 2016 à aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont été réinsérés socio-économiquement de retour, les migrants de retour qui ont été insérés socio-économiquement, mais il y a tout un comité de suivi, la cellule PONAM qui mène le suivi à ce niveau sur le terrain pour voir les projets financés par le ministère, l'état d'avancement de ces projets. Et je pense aujourd'hui, quand on fait le point de cette situation, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement de beaucoup de projets des jeunes qui ont reçu ici, pour lesquels on peut parler de success story. Donc, il y a des jeunes qui sont rentrés et aujourd'hui qui ont accepté de mouiller le maillot sur le terrain et aujourd'hui qui vraiment sont la satisfaction du ministère. Par rapport à la situation en France, effectivement, et quand il spécifie la question, je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir, vous communicateurs, mais aussi Tandjigora, qui est vraiment, que je peux considérer comme de la maison, de nous aider vraiment à encourager les jeunes à rentrer, ceux qui sont en situation de détresse. Et je pense que l'OFI aujourd'hui est engagé dans cette dynamique-là et vraiment accompagner les jeunes qui sont dans des situations difficiles en France, et ça ne manque pas de rentrer, d'accompagner l'aide au retour. Il y a à ce niveau deux domaines d'activité, l'aide au retour pour les migrants et l'aide au projet. Donc, à ces deux niveaux, je pense que nous sommes dans la même dynamique avec l'OFI
pour voir comment sensibiliser les jeunes qui sont en situation irrégulière, en France surtout, mais aussi qui sont dans des situations de détresse, d'accepter ces aides-là au retour et au projet pour qu'ils puissent vraiment venir s'adonner à des activités ici qui les permettra de se fixer une fois pour toutes. Alors, docteur Tandjougoura, qu'avez-vous à répondre au propos de M. Koné? Oui, bon, je pense que si l'aide au retour, n'est-ce pas, et à la réinsertion des jeunes, bon, c'est vrai que ça a débuté il y a environ 2 ans et demi. Bon, maintenant, ce dont je parle, c'est le bilan, qu'il faut attendre un certain moment donné pour faire le bilan, pour voir un peu le pourcentage de retour et de réussite et d'insertion. C'est peut-être après cela qu'il faudrait vraiment juger de sa pertinence. Et c'est quand même une bonne chose dans sa conception. Ensuite, pour ce qui concerne les jeunes qui partent toujours, parce qu'on a beau les sensibiliser, on a beau montrer des images sur les réseaux sociaux, tout, ils veulent quand même aller. Je pense qu'il y a une crise aussi du modèle de réussite, parce qu'on ne fait plus confiance à l'école. L'école ne symbolise plus la réussite sociale. La réussite, ce sont les aînés qui partent en France, qui reviennent avec un statut beaucoup plus rehaussé et valorisé, qui ont des valises neuves, des liasses de billets. Parce que ces jeunes qui partent, la plupart du temps, ils ne sont pas pauvres. Je ne suis pas d'accord que c'est la pauvreté qui pousse beaucoup de jeunes à partir. Parce que quand ils partent, ils ont à manger, ils ont très souvent des mobylettes, ils ont des téléphones de dernière génération. Ils ont pratiquement les besoins nécessaires d'existence. Seulement, ils veulent aller à leur tour et revenir avec un statut rehaussé. La plupart du temps, c'est un peu ça. Donc, je pense que la sensibilisation dans la longue durée, envers les jeunes et aussi les parents, tout le réseau de solidarité des parents tout autour, qu'on doit intensifier, tout un programme pendant longtemps, toute l'année, et non des programmes sporadiques de sensibilisation, et aussi conformément à l'esprit de la Valette, donc lutter à la source, c'est ce qu'on a dit, lutter à la source. Donc cela n'est pas possible sans des activités de réinsertion à la source, pas que des migrants de retour, mais des jeunes qui sont désœuvrés, faire des activités de réinsertion à la source pour les faire occuper et éviter qu'ils partent par les voies de la Méditerranée. Et ce sont des pistes de solutions selon vous pour résoudre ce problème? Oui, pour résoudre, parce qu'on ne peut pas arrêter la migration en tant que telle, mais sa forme clandestine, on peut y remédier, n'est-ce pas, en luttant à la fixation des populations potentiellement migrantes, notamment les jeunes, ceux du bassin du fleuve Sénégal et un peu ailleurs. On peut faire des activités à la base et non pas que pour les migrants qui sont de retour. Alors, M. Koné, quelle stratégie est-elle nécessaire selon vous pour faire face à cette situation? M. Koné? Oui, madame. Je disais, quelle stratégie pensez-vous être nécessaire pour faire face à cette situation? La situation de la migration irrégulière, ou bien? Oui. D'accord. Donc, tout compte fait, madame, comme vous l'a dit le docteur, donc aujourd'hui, le ministère ne manque pas de stratégie. Nous avons adopté une politique nationale, ce que j'avais dit tantôt. Cette politique nationale, elle a vraiment les axes prioritaires, les axes stratégiques que nous avons. Protéger, sécuriser les migrants, organiser et faciliter la migration légale, réinsérer les migrants de retour, valoriser les capacités de la diaspora, renforcer les capacités des organisations migrants et de la société civile, renforcer le partenariat stratégique et la coopération sur les questions de migration, améliorer les connaissances sur la migration et réadapter les conditions d'entrée et de séjour et d'établissement. Et en ce qui concerne l'application de tous ces textes? Voilà, l'application, je pense, comme il a si bien dit, nous sommes vraiment à la recherche des fonds parce que pour qu'elle soit opérationnelle à 100%, il faudrait que nous puissions avoir d'abord le financement. Le financement n'est pas acquis à 100%, mais tout compte fait. Et je pense que nous sommes dans la logique de fédérer un peu les énergies. Monsieur Dr Tandjougoura est la personne la bienvenue au ministère pour nous aider, parce que je pense qu'à ce niveau aussi, nous sommes dans la logique de nous appuyer sur vraiment les intellectuels pour nous faire des études par rapport sociologiques ou des études vraiment bien poussées pour nous donner les meilleurs outils nécessaires, parce que effectivement c'est vrai, et la sensibilisation n'est pas la seule. Nous sensibilisons, nous faisons des campagnes de sensibilisation de porte en porte. Nous avons aussi mis en œuvre des supports, notamment des films
sur la migration qui seront vraiment vulgarisés et, disons, diffusés dans l'intérieur du pays. Mais tout qu'on fait, et la migration est un projet personnel de chacun de nous. Voilà, chacun peut vraiment avoir un projet et souvent on se pose des questions. On se pose des questions aujourd'hui des femmes mariées, des femmes avec bébés qui tentent l'aventure et qui passent par la Méditerranée ou le Sahara. Et vraiment, c'est des questions de société qui sont posées aujourd'hui. Donc, le ministère ne manque pas, la stratégie, elle est là. Et pour mettre cette stratégie, il faut vraiment avoir, comment dirais-je, les moyens nécessaires pour le faire, mais aussi avec le partenariat de chacun des acteurs qui puissent être concernés par cette stratégie-là. Alors, M. Koïta, avec toutes ces pistes de solutions mentionnées par Dr Tandjougoura et M. Koné, pensez-vous que tout cela est réalisable? Comme je l'avais dit tantôt, tout cela est réalisable. Je dis auparavant que chacun doit jouer sa partition dans cette affaire-là. Et de ce fait, nous sommes dans cette logique-là aussi, puisque je le dis que nous sommes sur un projet d'appui à la réduction de la migration irrégulière et à la réinsertion des migrants en difficulté de retour au Mali. Et sur ce projet, nous avons mis en place un comité de pilotage. Je dis que ça nous permettra d'avoir un peu l'expertise de tout un chacun sur la question. Et secondo, nous envisageons de faire une étude diagnostique pour faire le profilage des migrants dans la zone de Bamako, Koulikoro et puis la région des Cailles. Et au-delà de ça, comme il a si bien dit, nous allons essayer de voir comment renforcer les capacités des acteurs régionaux, c'est-à-dire au niveau de ces zones d'intervention locales, c'est-à-dire les maires, les conseils de cercle, les gouverneurs, comment essayer de créer également un cadre de concertation au niveau de chaque région afin que chacun puisse jouer le rôle qui est leur dans cette question de migration. Et tout ça sera couronné par une action de réintégration des migrants de 30 jeunes qui vont être insérés dans la vie socio-économique. Je pense qu'au-delà de tout ça, si nous continuons vraiment à œuvrer dans ce sens en mettant de garde-fous comme nous le faisons d'habitude, je pense qu'on pourrait trouver une solution, peut-être pas à long terme, mais une solution peut-être à court terme. Et si on continue à évaluer, je pense que même à long terme, on pourra trouver une solution à la migration irrégulière. Et en tant qu'ancien migrant, quel conseil avez-vous à donner aux gens qui veulent se lancer dans cette situation? Alors, aujourd'hui, notre association est sur cette position-là. Nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train d'informer, sensibiliser nos jeunes frères qui sont là. Comme il a dit tantôt, il dit que l'école n'est plus source de réussite. Mais nous disons que c'est l'étude qui peut être porte-bonheur pour nous aujourd'hui, puisque nous avons vécu la situation. C'est-à-dire tous ceux qui sont partis, il y avait quelques-uns qui avaient des diplômes, certains n'avaient absolument rien, mais tous ceux qui avaient au moins quelque chose comme bagage intellectuel arrivaient à se tirer un peu d'affaires. Donc nous disons aujourd'hui à la jeunesse vraiment de compter beaucoup sur les études et c'est vraiment de faire tout pour qu'on puisse vraiment chercher le meilleur vie. Notre façon de voir la chose qui doit changer, c'est-à-dire qu'il faut un changement de comportement aujourd'hui. Ceux qui viennent, nos parents qui viennent de l'extérieur, que ceux-ci comprennent aujourd'hui que l'extérieur n'est plus comme auparavant. Tantôt, le docteur avait parlé de la France n'est plus comme auparavant. Auparavant, quand un Français venait, c'est-à-dire on le voyait avec tous les moyens, avec tous les beaux habits, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Les gens sont en France, ils ne travaillent pas, ils sont dans la galère. Donc, on ne va pas dire qu'ils ont envie de venir, mais si jamais on leur propose quelque chose, moi je suis sûr que c'est des gens qui vont venir. Donc, nous pensons que vraiment la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que vraiment vivre ce soir est la meilleure des choses. Donc, en comptant sur notre expérience ici de la migration, nous disons que la jeunesse peut travailler chez nous ici, avoir son pain quotidien et ne plus perdre sa vie
inutilement pour la migration irrégulière. Et cela met fin à ce débat sur l'expulsion des immigrés en situation irrégulière en Angola. Un grand merci à nos invités, Moussa Loukone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'Extérieur, Hamidou Koïta de l'association Retour Travail Dignité à RTD, Dr Fodjié Tanjogoura, enseignant-chercheur à l'université de Bamako et auteur d'un livre sur l'immigration. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Peting Djara, la régie est assurée par Mamadi Keïta. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission Le débat du Studio Tamani sur votre radio.